3 mars 2026, Bureau ovale, Washington. Donald Trump reçoit Friedrich Merz, le chancelier allemand. Il y a des caméras, il y a des journalistes. C'est une rencontre diplomatique officielle entre deux leaders de l'OTAN, en plein milieu d'une guerre. Et devant tout le monde, Trump lâche ça. L'Espagne a été terrible. Nous allons cesser tout commerce avec l'Espagne. Nous ne voulons plus rien avoir à faire avec l'Espagne. Il continue. L'Espagne a été lamentable. J'ai dit à Scott Bessent, mon secrétaire au Trésor, de couper toutes les relations. J'ai le droit d'arrêter tout ce qui concerne l'Espagne, les embargos, tout. Et nous pourrions le faire. Prenez le temps d'absorber ce que vous venez d'entendre. Un président américain, dans le bureau ovale, en train de menacer d'embargo économique total un pays membre de l'OTAN, son propre allié militaire. Pendant une guerre, et à côté de lui, Merz, le dirigeant de la plus grande économie européenne, qui hoche la tête et ne dit rien. Aujourd'hui, on décrypte cette scène, parce que derrière les cris de Trump, il y a une histoire fascinante. Une histoire sur les bases militaires, le droit international, le courage politique et ce que ça nous dit sur l'état de l'Alliance occidentale en ce moment. Pour comprendre cette crise, il faut remonter au 28 février. Jour du lancement d'Epic Fury. Les États-Unis ont deux bases militaires majeures en Espagne, toutes les deux en Andalousie, dans le sud du pays. La base navale de Rota, sur la côte atlantique, et la base aérienne de Morón de la Frontera, à 1 heure au sud de Séville. Ces deux installations existent dans le cadre d'un accord bilatéral signé en 1988. Elles sont exploitées conjointement, soldats américains et espagnols côte à côte. Pour les États-Unis, ce sont des plaques tournantes stratégiques absolument critiques pour toute opération au Moyen-Orient. Carburant, équipement, logistique. Et surtout, des avions ravitailleurs KC-135. Ce sont les avions qui permettent aux bombardiers de faire le plein en vol, de doubler ou tripler leur rayon d'action. Sans ces avions-là, certaines missions contre l'Iran deviennent beaucoup plus compliquées, beaucoup plus coûteuses, beaucoup plus risquées. Le 28 février, à l'aube, les frappes commencent. Le monde se réveille avec une guerre. Mi-mars, Sanchez prend la parole, en public, sans ambiguïté. Il qualifie l'opération américano-israélienne d'intervention militaire injustifiée, dangereuse et contraire au droit international. Et il dit quelque chose qui va devenir sa ligne de défense pendant toute cette semaine. Il est possible d'être contre un régime odieux comme celui de l'Iran et en même temps contre une intervention militaire injustifiée. Pas de neutralité morale, pas d'équidistance entre l'agresseur et la victime. L'Espagne condamne le régime iranien. Elle refuse de participer à la guerre. Simultanément, le ministre de la Défense, Margarita Robles, déclare que les bases de Rota et Morón n'ont apporté aucun type d'assistance aux frappes. Et le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Alvarez, va encore plus loin. Les bases relevant de la souveraineté espagnole ne seront pas utilisées pour des actions qui ne correspondent ni à l'accord conclu avec les États-Unis, ni à la Charte des Nations unies. C'est la justification juridique centrale. L'accord de 1988 donne aux Américains accès à ces bases pour certaines missions. Frapper l'Iran unilatéralement, sans mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, sans autorisation du Congrès américain, ça n'en fait pas partie. Le cadre juridique ne couvre pas ça. Et pour bien montrer que ce n'est pas des mots, les avions ravitailleurs américains stationnés sur ces bases, 15 appareils, quittent le territoire espagnol, physiquement, relocalisés, chassés, si vous voulez être dramatique. Ce qui rend la situation encore plus piquante, et c'est là que ça devient presque surréaliste. Selon Alvarez lui-même, les États-Unis n'avaient formulé aucune demande officielle avant que Madrid ne refuse. Aucune conversation diplomatique, aucune plainte transmise. Washington avait simplement prévu d'utiliser les bases. L'Espagne a anticipé et a dit non avant même qu'on lui demande. Quand Trump l'apprend le 3 mars, il est en réunion avec Merz. Et il explose devant les caméras. Soyons honnêtes, Trump n'a pas sorti ses menaces de nulle part. Il a 3 griefs contre l'Espagne qui méritent d'être examinés sérieusement. Grief numéro 1,
les bases militaires. C'est le déclencheur immédiat. Et ici, Trump dit quelque chose de fascinant sans s'en rendre compte. Il dit « L'Espagne a dit qu'on ne pouvait pas utiliser ces bases. Et ça, c'est correct. On pourrait simplement voler là-bas et les utiliser. Personne ne nous dirait non. Mais on n'a pas à faire ça. Ils ont juste été antipathiques. » Relisez cette phrase. Trump reconnaît implicitement que l'Espagne est dans son droit. Il envisage même de violer la souveraineté espagnole. On pourrait simplement voler là-bas et les utiliser, mais admet qu'ils ne l'ont pas fait. Ce qui l'énerve, c'est pas le fait juridique, c'est l'attitude. L'Espagne a eu le culot de dire non. Griffe numéro 2. Les dépenses de défense. Trump répète que l'Espagne est le seul pays de l'OTAN qui n'a pas accepté de consacrer 5% de son PIB à la défense. Contexte essentiel. L'objectif historique de l'OTAN a longtemps été de 2% du PIB. L'Espagne vient tout juste de l'atteindre, fin 2025. Trump veut maintenant passer l'objectif à 5%. Ce que presque aucun pays membre ne peut se permettre sans déséquilibrer complètement ses finances publiques. Mais il cible l'Espagne en particulier, parce que ce grief-là s'accumule depuis des mois. En octobre 2025, Trump avait déjà évoqué une punition commerciale contre Madrid après que Sánchez s'était planté contre le 5% lors du sommet de l'OTAN à La Haye. Ce n'est pas nouveau, c'est une rancune qui mijote. Griffe numéro 3. L'idéologie, le grief que Trump ne dit pas clairement. C'est le plus intéressant parce que c'est le plus implicite. Sánchez est socialiste. Son gouvernement est soutenu par des partis régionalistes et de gauche radicale. C'est le dirigeant européen le plus à gauche des grandes démocraties occidentales. Sa ministre du Travail, Yolanda Díaz, a des racines dans la gauche communiste. Pour Trump, ce n'est pas juste un désaccord tactique sur des bases militaires. C'est une incompatibilité fondamentale. Nous ne voulons plus rien avoir à faire avec l'Espagne. Cette phrase-là ne sort pas d'un calcul diplomatique froid. Elle sort d'une gut-réaction, d'une irritation viscérale face à un dirigeant qui représente tout ce que Trump méprise. Et ça explique pourquoi la réaction a été si disproportionnée. Ce n'est pas seulement des bases militaires, c'est personnel. Maintenant, regardons comment Madrid a répondu. Parce que la réponse espagnole est, stratégiquement parlant, l'une des plus bien calibrées qu'on ait vues depuis longtemps face à Trump. Pas de panique, pas de capitulation, pas de contre-attaque émotionnelle, du calme, du droit et de la précision. Le gouvernement sort un communiqué officiel. L'Espagne est un partenaire commercial fiable pour 195 pays dans le monde, dont les États-Unis. Si l'administration américaine souhaite revoir sa relation commerciale avec l'Espagne, elle devra le faire dans le respect de l'autonomie des entreprises privées, de la légalité internationale et des accords bilatéraux entre l'Union européenne et les États-Unis. Chaque mot est choisi. Décortiquons. Partenaire fiable pour 195 pays. Le sous-entendu, si vous nous sanctionnez, 195 pays nous regardent, et tous voient un pays qui respecte ses engagements être puni par caprice présidentiel. Ça ne se vend pas bien sur la scène internationale. Autonomie des entreprises privées, c'est la façon polie de dire « Trump peut menacer, mais les multinationales américaines qui font des affaires avec l'Espagne, et il y en a beaucoup, ne vont pas apprécier qu'on leur coupe un marché parce que Trump est en colère. » Les entreprises ont des avocats et des lobbyistes. Accords bilatéraux entre l'Union européenne et les États-Unis. Et c'est là que c'est le plus fort. L'Espagne ne commerce pas avec les États-Unis dans un cadre bilatéral indépendant. Les échanges commerciaux américano-espagnols s'inscrivent dans l'accord commercial global UE-États-Unis. Un embargo américain unilatéral contre l'Espagne seule constituerait une rupture sans précédent avec ce cadre multilatéral. Ce qui veut dire concrètement, Trump ne peut pas stopper le commerce avec l'Espagne sans aussi affronter les 26 autres membres de l'Union européenne. Et l'UE l'a déjà dit très clairement,
En réponse aux premières menaces contre Madrid, la Commission européenne a rappelé que toute mesure contre un État membre appellerait une réponse collective. Sanchez a construit sa défense en plusieurs couches. Le droit international d'abord, l'accord de 1988 ne couvre pas cette guerre. L'UE ensuite, tout embargo déclencherait une riposte européenne et la légitimité morale enfin, il a pris soin de condamner le régime iranien tout autant que les frappes, refusant qu'on le caricature comme pro-Iran. Un membre du gouvernement espagnol, cité par El País, a résumé la position en une phrase qui dit tout. « Où est-il écrit que nous devons prendre leur parti même s'ils ont tort? Ils ont tort. Cette guerre est absurde. C'est courageux et politiquement risqué. Mais c'est clair. Maintenant, posons la vraie question pratique. Est-ce que Trump peut vraiment déclencher un embargo contre l'Espagne? Et si oui, qu'est-ce que ça coûterait des deux côtés? Commençons par les obstacles légaux. Scott Bessent, le secrétaire au Trésor à qui Trump a ordonné de couper les relations, a déclaré dans le bureau ovale qu'il estimait que Trump avait l'autorité légale pour imposer un embargo. Mais il a soigneusement évité de dire s'il le ferait réellement. Aucune mesure concrète n'a été annoncée, parce que la réalité juridique est compliquée. Pour cibler l'Espagne seule, Washington devrait sortir du cadre commercial UE-États-Unis, ce qui reviendrait à rompre unilatéralement avec l'Union européenne dans son ensemble ou à créer un précédent extraordinaire où les États-Unis sanctionnent un État membre individuellement en contournant l'accord de bloc à bloc. Ça n'a jamais été fait. Et ça déclencherait une riposte européenne collective. Maintenant, les chiffres commerciaux, parce que c'est là que la menace de Trump révèle aussi une ironie. L'Espagne exporte vers les États-Unis principalement dans trois grandes catégories: l'automobile et l'industrie, les produits pharmaceutiques et les produits agroalimentaires. Dans cette dernière catégorie, deux produits sont emblématiques. L'huile d'olive. L'Espagne est le premier producteur et exportateur mondial d'huile d'olive. Et les États-Unis sont le premier marché d'exportation des olives espagnoles, représentant jusqu'à 35% du total des exportations. L'Espagne assure environ 41% des importations américaines d'huile d'olive. Si Trump coupe le commerce, les Américains paient leur huile d'olive plus chère, ou n'en trouvent plus dans les mêmes quantités et qualités. Le vin, des centaines de millions d'euros d'exportations annuelles vers les États-Unis. Des marques comme Campo Viejo, Freixenet, Torres, des millions de consommateurs américains. Ce n'est pas que l'Espagne souffrirait, elle souffrirait. L'ETF iShares MSCI Spain a déjà chuté de 5,7% le jour de la déclaration de Trump, rien qu'à la menace, mais les États-Unis aussi. Et les agriculteurs des États producteurs, Californie, Texas, Floride, qui achètent espagnol ou qui font face à des contre-mesures européennes, ils vont se souvenir de ça au midterm. Trump utilise la menace commerciale comme arme psychologique, mais la mettre à exécution serait une autre histoire. Il y a une image qui a envahi les analyses politiques depuis cette semaine. Une image qui vient de 23 ans en arrière, février 2003. La France de Jacques Chirac s'apprête à opposer son veto au Conseil de sécurité de l'ONU pour bloquer l'autorisation d'une invasion de l'Irak. Dominique de Villepin prononce devant le Conseil un discours qui restera dans les mémoires. Et George W. Bush est furieux contre Paris. Les Français sont moqués, leurs frites rebaptisées Freedom Fries aux États-Unis, leur vin boycotté. Et 23 ans plus tard, l'histoire a donné raison à Chirac. Les armes de destruction massive n'existaient pas. L'Irak a sombré dans le chaos. Sanchez est-il le Chirac de 2026? La comparaison est séduisante, mais il faut noter la différence structurelle essentielle. En 2003, Chirac avait le veto au Conseil de sécurité de l'ONU. C'était un levier institutionnel réel, massif. Sanchez, lui, agit depuis le cadre beaucoup plus contraint d'un accord bilatéral sur des bases militaires. Son levier, c'est la légalité d'un contrat de 1988. Pas le poids géopolitique d'un siège permanent avec droit de veto. Et il y a un autre retournement fascinant.
En 2003, l'Espagne, gouvernée par la droite de José María Aznar, soutenait l'invasion de l'Irak, aux côtés de Bush et Blair. La France et l'Allemagne s'y opposaient. 23 ans plus tard, la France est dans le camp américain, l'Allemagne aussi, et c'est l'Espagne socialiste qui dit non. Les positions ne sont pas héréditaires. Elles dépendent des gouvernements, des moments, des hommes. Est-ce que l'histoire donnera raison à Sanchez sur l'Iran? On ne sait pas encore. Cette guerre n'est pas terminée. Mais la question se posera. CE que ça révèle sur l'OTAN et l'Europe. Zoom arrière maximum, parce que ce qui se joue entre Trump et Sanchez est plus grand que l'Espagne. C'est un révélateur brutal de l'état de l'Alliance occidentale en ce moment. Regardez à nouveau la scène du bureau ovale. Trump attaque l'Espagne. Merz est assis à côté, et Merz ne dit rien. Selon les sources, il aurait même soutenu la pression américaine sur Madrid concernant les dépenses de défense. Le Royaume-Uni a d'abord hésité, Starmer a mis, dit Trump, beaucoup trop de temps à autoriser l'accès aux bases britanniques, dont celle de Diego Garcia dans l'océan Indien. Mais Londres a finalement cédé. La France joue l'ambiguïté contre l'escalade verbalement, mais ces rafales basées aux Émirats font des opérations de sécurisation du ciel. La Turquie dit non, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le droit international. Erdogan joue son propre jeu géopolitique comme toujours. L'Espagne est, selon tous les observateurs, le seul pays européen à avoir condamné explicitement l'opération américano-israélienne comme une violation du droit international, le seul, dans une alliance de 32 membres. Et ça pose une question fondamentale. L'OTAN a été construite sur un principe. Les alliés peuvent avoir des désaccords, mais il existe des mécanismes pour les gérer. La diplomatie, les consultations, les décisions collectives. Ce qu'on voit en ce moment, c'est autre chose. C'est un président américain qui utilise la menace économique pour punir un allié militaire d'un désaccord politique. Ce n'est pas l'OTAN, c'est de la coercition. Et la réponse de Madrid, ancrée dans le droit, protégée par le bouclier européen, est peut-être la première vraie démonstration depuis longtemps que l'UE peut fonctionner comme un pare-feu contre ce type de pression, imparfaitement, pas sans coup, mais fonctionner. La vraie question maintenant, est-ce que Trump va mettre ses menaces à exécution? Est-ce qu'il va vraiment déclencher un embargo contre l'Espagne? Réponse courte, probablement non. Pas parce qu'il ne le voudrait pas, mais parce que c'est structurellement impossible à faire sans provoquer une guerre commerciale avec l'UE entière au pire moment possible, avec une inflation qui monte déjà à cause des prix du pétrole et des midterms en novembre. Scott Bessent, son propre secrétaire au Trésor, n'a pas dit qu'il poursuivrait la démarche. Il a juste confirmé que Trump en avait théoriquement le droit. Mais voilà ce qui est crucial. La menace a quand même un effet. La bourse espagnole a chuté de 5,7 % le jour même. L'incertitude a un coût économique réel, même si l'embargo ne se matérialise jamais. C'est la tactique Trump classique, l'arme de la menace, indépendamment de sa faisabilité réelle. Maintenant, la vraie question à long terme. L'Espagne a parié sur quelque chose de précis, que la légalité internationale et le cadre européen la protégeraient, que l'UE répondrait collectivement à toute mesure unilatérale américaine contre elle, que Trump, face à la perspective d'une guerre commerciale avec l'Europe entière, reculerait. Ce pari peut fonctionner. Il a une logique solide. Mais il suppose que l'UE tient sa promesse de solidarité. Et l'UE, comme on l'a vu cette semaine, avec Merz qui ne dit rien à côté de Trump, avec la France dans l'ambiguïté, n'est pas un bloc parfaitement uni. Sanchez comparaît mercredi matin devant le Parlement espagnol pour défendre sa position. Ce sera le premier test politique intérieur. L'opposition de droite, le Partido Popular, a déjà critiqué sa position, en disant que par quelques votes politiques, il ne faut pas risquer la position de l'Espagne dans le monde. C'est le paradoxe. Sanchez peut avoir raison sur le fond et perdre quand même sur la forme si ses alliés européens ne le soutiennent pas assez fort.
L'histoire jugera. Comme elle a jugé Chirac en 2003. En attendant, l'Espagne est seule debout. Et elle a au moins le mérite d'avoir dit clairement où elle se tient. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On a maintenant 4 vidéos sur cette guerre. Ras Tanura et le choc pétrolier. La Chine et son jeu d'ombre dans le Golfe. Les contradictions internes à Washington entre Trump et son Pentagone. Et maintenant l'Espagne, le seul allié occidental qui dit non et l'assume publiquement. Si vous voulez qu'on creuse un autre angle, l'Oman comme médiateur secret, ce qui se passe réellement à l'intérieur de l'Iran depuis la mort de Khamenei, ou l'impact de tout ça sur le Canada, dites-le dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose, partagez-la. C'est comme ça qu'on grandit. À bientôt.